Masonomando Mambote, Matondo Kwanzambi. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que nous allons nous saluer. C'est le code de salutation en Mandombe. C'est ce que Papa Wabeladio David avait institué. C'est un code en fait qui nous permet de nous identifier comme des étudiants, comme les apprenants de Mandombe, les chercheurs de Mandombe. Donc Masono Mandombe Mambote, c'est une exclamation en fait qui signifie l'écriture négro-africaine, elle est merveilleuse. Celui qui t'entend parler de l'écriture négro-africaine, elle est merveilleuse, il doit répondre. La réponse qu'il doit donner, Matondo Kwanzambi. Que Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu. Donc, Masono Mando Mambote, de votre côté, vous devez répondre Matondo Kwanzambi. Masono Mando Mambote, Matondo Kwanzambi. Je vais répéter et vous de l'autre côté, vous allez répondre. Masono Mando Mambote, très bien, effectivement, c'est ça. Donc voilà, nous allons continuer notre leçon. Une fois de plus, je vais me présenter. Je suis le professeur Bitombokele Leigom Chouan. Je suis professeur de Mandombe. Il y a 23 ans que je suis en train d'étudier le Mandombe. J'ai été formé par le professeur docteur Wabeladio David, qui m'a formé depuis l'âge de 21 ans, qui m'a pris en charge à l'université Simon Kimbangu, à la faculté de théologie. Et dans le parcours des études que j'ai menées, il m'a confié la responsabilité de systématiser le Mandombe. Donc, le cours que nous sommes en train de donner à l'université, en fait, c'est le résultat de la systématisation du Mandombe qui m'a été confié par Papa Wabeladio. Nous le savons que Papa Wabeladio nous a laissé, nous a quittés en 2013. Donc de 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait des expériences avec la systématisation du Mandombe. Nous avons compris que en 2020, l'écriture Mandombe c'est une mangue, c'est un fruit mûr maintenant, prêt à être dégusté par l'humanité. Donc voilà pourquoi nous avons créé l'université Mandombe, qui est l'instrument académique online qui va nous permettre de diffuser ces connaissances, mettre à la portée de tout le monde ces connaissances, parce que nous sommes arrivés à la croisée du chemin, tel que ce qui s'est passé effectivement en Europe, lorsque les scientifiques, les chercheurs en Europe ont décidé de créer l'université. Les premiers docteurs qui ont dit, les premiers chercheurs, les premiers professeurs qui ont dit, avec toutes ces connaissances que nous avons accumulées, nous allons créer l'université. Qui étaient-ils? C'était des docteurs? Non, ce n'étaient pas des docteurs. Ils n'avaient aucun titre académique. C'est eux qui ont formé les docteurs. Nous sommes dans la même circonstance. On a accumulé beaucoup de connaissances et après avoir accumulé ces connaissances, nous avons pris la décision, une décision vraiment difficile par rapport au paradigme classique qui existe de l'université. Eh bien, nous avons pris cette décision. Nous nous sommes dit, on va créer l'université et on va transmettre ces connaissances, on va former les Nkwamazai, on va former les Nkwandoenga, on va former les Keketi. Donc, ça, ce sont des termes académiques du Mandombe qui n'ont certainement rien à voir avec la graduation classique de l'université occidentale. Parce que, nous le savons, le professeur, j'ai toujours aimé
je me suis toujours référé au professeur Otunde, que j'aime beaucoup, Omotunde, le professeur Omotunde, qui est un grand professeur que je respecte beaucoup, qui est le spécialiste des humanités. Lui, il est en train de faire la promotion des humanités classiques africaines. Lui, il a toujours dit, il ne faudrait pas qu'on soit sous la tutelle des connaissances extérieures. Donc, en fonction de cette perspective, l'université Mandombe, avec toutes ces connaissances accumulées, nous avons pensé créer une ligne de pensée académique spécifiquement Mandombe. Donc voilà pourquoi vous allez constater que je suis vraiment engagé dans le processus de développement de Mandombe, ou du projet de Mandombe, parce que je suis convaincu que le développement de l'Africain, le développement de l'Afrique passe nécessairement par le développement culturel et scientifique de notre personnalité en tant qu'Africain. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous allons avancer avec notre cours. Et notre cours, c'est la deuxième leçon. Et cette leçon est la continuité du chapitre 1, parce que nous sommes toujours dans le chapitre 1. Le chapitre 1 est basé sur l'étude systématique de l'essence de la situation de l'Afrique. Donc nous sommes encore en train de faire l'étude de la situation de l'Afrique. Et la deuxième leçon, nous allons étudier la référence historique de la gloire et de la chute de l'Afrique. Nous avons dit dans les leçons passées qu'il y a une nécessité qu'on puisse faire la radiographie de notre situation, de notre être, afin qu'on puisse identifier notre mal, afin qu'on puisse identifier notre maladie, afin qu'on puisse identifier ce qui ne va pas chez nous, comme Noirs, comme Africains. Ce n'est qu'à ce moment-là, après avoir fait cette étude, après avoir découvert la maladie et l'essence de cette maladie, la complexité de cette maladie, ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons présenter le médicament. En fait, le médicament, nous l'avons déjà. Ce médicament s'appelle Mandombe. Eh bien, mais on ne peut pas d'abord parler du Mandombe ou encore prendre le médicament et appliquer à la plaie lorsque la plaie est encore sale. Donc, ça, ce que nous sommes en train de faire à partir de la première leçon, la deuxième leçon, ou encore le chapitre 1, nous sommes en train de faire un nettoyage, une étude. Et ensemble, nous allons rentrer dans ce processus qui nous permettra de guérir cette plaie-là. Nettoyer cette plaie et enfin guérir cette plaie. Donc, la deuxième leçon va se baser sur la référence historique de la gloire et de la chute de l'homme noir. Dans cette perspective, nous allons d'abord identifier les autorités de l'histoire de l'Afrique. En fait, il y a plusieurs historiens qui parlent de l'Afrique. Nous avons étudié beaucoup des historiens noirs, blancs qui parlent de l'Afrique. Mais parmi tous ces historiens, nous avons identifié une certaine personnalité de l'histoire, certains chercheurs que nous avons sélectionnés qui constituent en fait la base de notre ligne de pensée, de notre ligne de recherche en fonction de ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons pu identifier, nous avons pu sélectionner trois personnalités qui sont liées à l'autorité de l'histoire de l'Afrique. La première autorité, par rapport à la chronologie, la première autorité, c'est Hérodote. Hérodote, c'est un historien grec. Et cet historien grec
a inspiré beaucoup des historiens. Nous l'avons choisi parce que c'est un historien honnête. Il est vraiment honnête, contrairement à d'autres historiens qui se sont mis au service de certaines idéologies qui ne cadrent pas avec l'esprit scientifique, avec l'esprit objectif de l'histoire. Hérodote peut être considéré comme le père de l'histoire. Et nous avons découvert Hérodote à travers un instituteur, dans le livre d'un instituteur. On a déjà parcouru aussi certains livres d'Hérodote, mais nous nous sommes beaucoup plus inspirés d'un instructeur qui a fait des déclarations très importantes, qui a dénoncé l'attitude cynique de la colonisation lorsqu'il faisait constater que pourquoi l'Afrique doit-elle bénéficier de cet héritage négatif de la colonisation, bien que de l'esclavage, lorsqu'on sait que c'est l'Afrique qui a été le berceau des connaissances, c'est l'Afrique qui a été la première patrie de connaissances, là où les Pythagore, les Thalès sont allés prendre de la connaissance, là où ils sont allés se ressourcer. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique doit-elle subir toutes ces exactions, toutes ces injustices? Jean d'Arc, en fait c'est Jean d'Arc en 1825 qui nous fait parvenir l'information de Hérodote dans son livre qu'il avait publié en 1825 lorsqu'il était au Sénégal dans le cadre du développement de l'enseignement français dans les colonies françaises. Jean d'Arc a écrit, il a fait mention de Hérodote, il a dit l'Afrique, selon le rapport de Jean d'Arc, constituée par la population nègre avec des cheveux crepus, cette Afrique est le berceau de l'humanité. Cette Afrique est la patrie des connaissances. Donc, cette Afrique est la mère de la connaissance. C'est ce que Jean d'Arc nous a rapporté. Il est tellement objectif, il est tellement ouvert dans sa pensée par rapport à la réalité qu'il a vécue en Afrique, qu'il a exprimé cela. Donc, Hérodote, pour nous, c'est une référence très importante dans le cadre de l'honnêteté intellectuelle dans le contexte historique. Et Jean d'Arc l'a aussi rappelé dans ses écrits, dans la même perspective. Tout se passe en 1825 au Sénégal. Là, à l'époque, il était au Sénégal. Nous avons la deuxième autorité de l'histoire africaine, c'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est un génie, c'est un grand génie, c'est un grand savant, un grand scientifique sénégalais. Et nous avons vraiment de l'estime à l'égard de Cheikh Anta Diop parce qu'il a révolutionné l'histoire de l'Afrique à partir de la révolution qu'il a menée dans les études sur l'égyptologie. Parce qu'en fait, lui, il n'a pas accepté qu'on puisse continuer à dire que les Bantous sont des habitants de l'Afrique qui sont venus en dehors de l'Afrique. Ils étaient en dehors de l'Afrique, ils sont venus habiter l'Afrique. Lui, il a dit non. Selon les recherches que j'ai entreprises, le Bantou, l'Africain, le Noir, il est propriétaire du continent africain. Le Noir est la première patrie qui a développé les connaissances scientifiques à partir de l'Afrique. Et c'est à partir de l'Afrique que toutes les nations sont venues se ressourcer pour apprendre
les mathématiques, la géométrie, l'astrologie, l'astronomie, la médecine, la peinture, la numérologie, toutes ces connaissances étaient vraiment développées en Afrique. Et ceux qui ont développé ces connaissances, ce sont des Noirs, à partir de l'Égypte. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'Égypte, on va encore trouver cet orgueil, cette insolence technologique à travers les pyramides, à travers les temples que nous pouvons encore retrouver dans les ruines des déserts que nous rencontrons au niveau de l'Égypte. Donc, dans cette perspective, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle Cheikh Anta Diop, c'est le grand révolutionnaire de l'histoire africaine dans le cadre de l'égyptologie. Pour lui, Toutankhamon, Ramsès, c'était des Noirs. C'était des Noirs et c'est eux, en fait, qui ont développé les connaissances, qui ont apporté la connaissance universelle que aujourd'hui l'humanité est en train d'utiliser ou encore en train de bénéficier. Donc dans cette logique de Cheikh Anta Diop, nous pouvons constater que, nous pouvons soutenir, même dans la même perspective avec Hérodote et Jean d'Arc, pour eux, ils pensent que la connaissance a connu un transfert en 3 phases pour qu'elle nous soit arrivée telle qu'elle nous est arrivée aujourd'hui. Donc il y a d'abord l'Égypte, l'Égypte pharaonique noire qui a constitué ces connaissances, et les Grecs sont allés en Égypte prendre cette connaissance. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont appris toutes ces connaissances, les mathématiques, le cas par exemple de Pythagore. Pythagore, il a fait 23 ans en Égypte. Il a été enseigné par des Égyptiens, des scribes noirs qui l'ont enseigné, qui lui ont transmis toutes les connaissances. Thalès aussi, il a appris en Égypte. Et lorsqu'ils sont arrivés en Grèce avec toutes ces connaissances, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le mérite de la Grèce, c'est d'avoir converti toutes ces connaissances acquises en Égypte. Ils ont converti toutes ces connaissances dans la culture grecque. Donc, ce que, par exemple, les Égyptiens appelaient Médounéter. Médounéter, c'est l'écriture. Médounéter, c'est l'écriture. Eux, ils ont converti ça en hiéroglyphes, par exemple. Donc, ils ont converti toutes ces connaissances du système du système pharaonique noir en système gréco-antique. Donc voilà pourquoi Pythagore, lorsqu'il parle de la philosophie, il s'est dit, moi je ne suis qu'un ami de la sagesse. Les sages sont en Égypte. Je ne suis qu'un ami de la sagesse. D'où le terme la philosophie. Et la philosophie, à un certain moment, a été considérée comme la mère de la science, où on trouvait toutes les connaissances englobées. Mais en fait, ce n'est que le reflet de la transmission de la connaissance rayonnante de l'Égypte, l'Égypte antique des Noirs. Et à partir de la Grèce, après avoir été colonisée par Rome, et à partir de ce moment-là, Rome est devenue le centre de la connaissance, et automatiquement, il y a eu ce transfert de connaissances de l'Égypte à la Grèce, de la Grèce à Rome, et aujourd'hui, nous pouvons parler de ce que nous appelons la civilisation gréco-romaine. La civilisation gréco-romaine, en fait, n'est que l'héritage de la connaissance acquise par les Grecs et les Romains de l'Égypte, qu'ils ont transporté de l'Égypte en Grèce. Donc, en un mot, c'est l'Égypte antique des Noirs, des pharaons noirs,
qui a constitué la sagesse de la sagesse de la Grèce, de l'Europe actuellement. Donc, toute la connaissance qui fait la dignité et l'honneur de l'Occident est venue de l'Égypte, est venue des Noirs. Donc, avec tout ce qui se passe actuellement, en fait, c'est une ingratitude. C'est une grande ingratitude de voir l'Occident traiter les Noirs de cette manière. L'Europe, l'Amérique, marginaliser les Noirs de cette manière, alors que ce sont nos ancêtres qui ont transmis ces connaissances à l'humanité. Vraiment, c'est une ingratitude. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a une explication qui justifie tout ce qui est en train de se passer. Et c'est cette explication, en fait, qui nous donne l'espoir. C'est cette explication, en fait, qui nous glorifie. C'est cette explication qui nous donne la foi que réellement, à n'importe quel moment, le noir va reconquérir sa sagesse, le noir va reconquérir son autorité, va reconquérir sa personnalité, la dignité de sa personnalité par la connaissance ou encore par la spiritualité. Donc voilà un peu la description que nous pouvions faire à partir du mérite du docteur Cheikh Anta Diop. Alors, Cheikh Anta Diop, dans le développement de ses connaissances, Cheikh Anta Diop, il a donné un fruit. Le fruit que Cheikh Anta Diop a donné, c'est le professeur Théophile Obenga, qui est aussi un grand historien, qui est l'un des disciples de Cheikh Anta Diop. Et le professeur Théophile Obenga, il a un grand mérite par rapport à ses écrits, par rapport à ses œuvres. Lorsque nous avons découvert dans ses œuvres l'arbre généalogique de l'écriture, des écritures. Nous savons que l'écriture, c'est l'une des caractéristiques de la définition d'une civilisation. Parce qu'en fait, pour qu'il y ait une civilisation, il faut 5 critères. Une religion, un système politique, une écriture, un système de calendrier et puis une technologie. Donc, le professeur Théophile Obenga nous a présenté dans l'une de ses œuvres l'arbre, la vraie arbre généalogique des Écritures. Et c'est là où il présente l'Égypte antique comme étant la mère de toutes les écritures qui existent dans le monde. Nous avons plus de 470 écritures qui existent dans le monde et toutes ces écritures du point de vue arbre généalogique, toutes ces écritures viennent de l'écriture égyptienne que nous appelons les hiéroglyphes. Ce sont les hiéroglyphes qui ont produit le reste des écritures. Donc ça, c'est un grand mérite du professeur Théophile Obenga qui nous a présenté son arbre généalogique pour montrer que la civilisation, elle est la base de la civilisation actuelle, elle est noire, elle est africaine. Et en dehors de Théophile Obenga, nous avons le professeur Kalala Omotunde. Le professeur Kalala Omotunde. C'est un grand professeur, il est en train de révolutionner la pensée philosophique africaine. C'est un Haïtien, j'ai vraiment de la passion pour ses études, pour ses présentations. J'ai beaucoup d'estime envers ce professeur. Je ne le connais pas personnellement, mais je le suis. Je suis ce qu'il dit, je suis ce qu'il enseigne. Et lui, il s'est approprié un domaine très intéressant, qui est lié aux humanités classiques africaines. Les humanités classiques africaines. Dans les humanités classiques africaines, lui, il parle de l'apport de l'Afrique au développement de la science, de la technologie dans tous les domaines. Et il est en train de reconstituer le système éducatif
africain dans la perspective des humanités classiques africaines. Donc c'est là où se trouve vraiment son mérite. Et nous allons, dans nos cours, on fera toujours référence de ces vidéos. Nous allons toujours mettre ensemble des références de ces vidéos, de ces interventions pour accompagner, mettre ensemble les deux pensées comme argument audiovisuel. Donc, voilà ce que nous pouvons dire ici en ce qui concerne les autorités de l'histoire de l'Afrique. En dehors des autorités de l'histoire de l'Afrique, nous avons un aspect très important que nous voulons faire mettre sur notre table, sur notre plateforme d'études, de formation. En fait, ce sont des recherches que le docteur Wilson de l'université de Berkeley en Californie ont lancé, ont publié en 1987. Dans la revue, il y a eu une revue très importante, et cette revue s'appelle Nature. En janvier, le professeur Wilson a publié le résultat de ses recherches. Ouais, je disais, en dehors des autorités de l'histoire de l'Afrique, nous avons un aspect très important que nous aimerions faire remarquer dans ce cours. C'est l'intervention du résultat des recherches du docteur Wilson. Le docteur Wilson, c'est un professeur d'université de l'université de Berkeley en Californie. Et lui, dans ses recherches, il nous a fait comprendre que, bon, ce sont des recherches qui ont été publiées en janvier de 1987, il nous a fait comprendre que l'humanité, selon les recherches qu'ils ont faites, l'humanité est le résultat d'une mère. Et cette mère s'appelle Eva mitochondriale. Eva mitochondriale. Et ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle cette mère qui est à la base de l'humanité, c'est une femme africaine noire qui a vécu en Afrique il y a 200 000 ans. 200 000 ans. Ça, c'est selon ces recherches. Et ils ont publié ces recherches dans la revue Nature. C'est une revue très connue. C'est une revue de renommée internationale. Et vous pouvez faire des recherches. La revue du numéro 1 de janvier 1987, vous allez retrouver ces informations. Donc, en fait, le docteur Wilson de l'université de Berkeley, il a démontré aussi l'honnêteté intellectuelle et l'objectivité dans ses recherches. Et je vous demande d'aller faire des recherches, allez sur Google, vous allez taper Eva mitochondriale, et vous allez voir une série des études qui sont en train de se faire, qui sont en train de converger vers le même résultat. Le même résultat qui est en fait l'identification de la femme qui est à la base de l'humanité, qui est Eva mitochondriale, qui est une femme noire qui a vécu en Afrique il y a 200 000 ans avant notre ère. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à l'autorité de l'histoire de l'Afrique. Et en fonction de cette autorité de l'histoire de l'Afrique, il y a un aspect aussi très important que nous allons faire mention. Cet aspect est lié
à son éminence Djangué Ndakuntima. Son éminence Djangué Ndakuntima, en fait, c'est le dernier fils de Papa Simon Kimbangu. Son éminence Djangué Ndakuntima a été le leader de l'église kimbanguiste, le chef spirituel de l'église kimbanguiste de 1959 jusqu'en 1992. Et il a formé les kimbanguistes pendant 33 ans. Et pendant les 33 ans, il a fait des révélations de la dimension mythique et mystique de la gloire et de la chute de l'homme noir. En fait, c'est lui qui a porté l'explication de l'humiliation que l'homme noir est en train de vivre aujourd'hui. Et dans le cadre de sa révélation, pour lui, il explique du point de vue mythique. Lorsqu'on parle du point de vue mythique, c'est en fait dans le domaine des mythes. Les mythes, ce sont des histoires légendaires qui donnent des explications à des phénomènes que nous vivons actuellement. Nous avons par exemple l'histoire de la création. Comment est-ce que Dieu a créé l'humanité? Comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Comment est-ce que l'homme est venu sur la terre? Toute cette histoire que la Genèse, la Bible nous raconte, c'est un mythe en fait. C'est une réalité révélée, une légende révélée qui a un certain fondement du point de vue la réalité que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc son éminence Djangué Ndakuntima en fait nous présente une légende, nous fait une révélation de ce qui s'était passé lorsque Dieu était en train de créer l'humanité. C'est un peu comme ce que raconte la Bible. Mais son éminence Djangué Ndakuntima nous apporte certains faits, certaines informations complémentaires ou encore supplémentaires qui ne se trouvent pas dans la Bible et qu'on peut retrouver dans la justification scientifique. Parce que son éminence Djangué Ndakuntima nous confirme que la première personne qui a été créée, le premier être humain qui a été créé, c'était un noir. Et cet être-là qui était créé, c'était un être géant. Il avait plus de 40 mètres. Et cet être-là était doté des facultés intellectuelles extraordinaires. Il était extraordinaire. Donc c'était un être glorieux. C'était un Dieu en fait. C'est ce que la Bible hébraïque appelle de Elohim. C'était des Elohim en fait. Donc c'était l'image des dieux. C'était un Dieu en fait, la première créature. Et son éminence Djangué Ndakuntima nous explique le phénomène mystique de la gloire de cet homme-là, que la Bible l'appelle de Adam. Les autres pourront l'appeler d'un autre nom. Dans la logique de Mandombe, nous on l'appelle de Pakundongo, Papa Pakundongo. Adam, c'est l'équivalent de Pakundongo dans notre dimension, dans la structure de Mandombe. Donc, notre Pakundongo, qui est la première créature humaine, c'est en fait un Dieu sur la terre, un être humano-divin. Donc, en même temps Dieu, en même temps humain. C'est ça ce qu'était l'homme, ce qu'était la première créature humaine. Ça, c'est l'explication que son éminence Djangué Ndakuntima donne pour justifier la grandeur et la gloire de l'homme noir. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura la chute de l'homme noir. Après cette gloire, cette capacité qu'il avait de dominer le monde, de connaître toutes les lois de la nature, Adam va chuter. Pourquoi et comment est-ce qu'il va chuter? Il y avait des lois qu'il n'avait plus respectées. Parce qu'il y avait des principes qu'il devait respecter, les lois de la nature qu'il devait respecter. Et il n'a pas respecté ces lois. Et c'est à ce moment-là que son éminence Djangué Ndakuntima nous explique la loi de la chute des civilisations.
Les civilisations tombent lorsqu'elles ne respectent plus les lois qui constituent leur force, leur nature, leur gloire. Et dans la même perspective, André Mauroy explique cela d'une autre manière. André Mauroy dit, tant que Rome a été la Rome des héros, elle est restée florissante. Mais dès qu'elle a cessé de respecter les valeurs qu'il avait faites, Rome a péri. Donc une civilisation tombe lorsqu'elle ne respecte plus les lois, les principes qui constituent son essence et sa force énergétique. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam, ou encore Pakondoro, il a chuté lorsqu'il n'a plus respecté les lois qui constituaient son essence, sa force. Adam, ou encore le premier être que Dieu a créé, a perdu pratiquement 50% ses capacités intellectuelles, ses capacités spirituelles. Et au fur et à mesure que le temps passait, il a continué à dégringoler, se dégrader, et jusqu'à ce qu'il est arrivé à la chute absolue de l'homme noir. Et cette chute se démontre par l'Égypte. L'Égypte antique des Noirs, c'est la dernière heure de la gloire des Noirs. Ça, c'est l'explication que son éminence Tengen Dakuntima nous donne. Et après l'Égypte, c'est le monde de l'obscurantisme de la race noire. Donc, ici, nous avons l'autorité de l'histoire de l'Afrique, une autorité de l'histoire de l'Afrique qui est son éminence Tengen Dakuntima, qui nous explique la dimension mystique et mythique de la gloire et de la chute de l'homme noir à travers les lois, la loi de la chute des civilisations. C'est ce que je viens d'expliquer. Pour qu'il y ait chute d'une civilisation, il y a deux caractères, deux aspects très importants. Le non-respect des lois, les lois de la nature, les lois divines, les lois de la sagesse. Lorsque vous ne respectez plus ces lois, à ce moment-là, vous commencez à perdre votre hégémonie, vous commencez à perdre le contrôle de l'énergie spirituelle que vous détenez pour être en harmonie avec l'humanité, avec la nature qui est l'essence de votre soutien dans votre gloire. Et lorsque cela arrive, la première constatation qu'on fait qui démontre que cette personne est en train de chuter, c'est l'arrogance. On devient orgueilleux. Et à partir de cet orgueilleux, effectivement, c'est le chemin de la chute. Alors, lorsqu'on est dans la chute totale, son éminence Tengen Dakuntima explique qu'est-ce qu'une civilisation doit faire pour qu'elle puisse se relever et récupérer sa capacité. Son éminence Tengen Dakuntima dit, il parle de la loi de l'élévation des civilisations. Dans la loi de l'élévation des civilisations, il parle de 3 étapes qu'il faut suivre pour qu'une civilisation se relève. Donc la première étape, c'est la reconnaissance de la faute. Donc il faut avoir cette capacité d'identifier la faute commise et faire le nécessaire, passer à la deuxième phase de la repentance, reconnaître que j'avais failli, j'ai failli, je suis conscient de cette faille, de cette erreur, de cette bêtise que j'ai commise, et je rentre à la troisième phase qui est la phase de la renaissance. Ça, c'est la structure pédagogique que son éminence Tengen Dakuntima nous présente pour qu'une civilisation puisse se relever, se remettre en œuvre pour qu'elle puisse récupérer sa gloire. Ça s'applique pour les civilisations, ça s'applique aussi pour les hommes, pour les êtres humains. Donc, dans la démarche pédagogique de son éminence Tengen Dakuntima, nous allons comprendre que l'humiliation que le noir vit aujourd'hui n'est que la conséquence de la chute de notre civilisation. Et comme nous le savons, nous avons failli.
nous devions nous préoccuper pour nous relever. Donc la loi de l'élévation, de notre élévation, doit passer nécessairement par ces trois critères. La reconnaissance de la faute, la repentance et la renaissance. Donc voilà un peu la logique que son éminence Zengi Ndakuntima nous présente comme l'une des autorités de l'histoire de l'Afrique. Toujours dans la perspective de la pensée de son éminence Zengi Ndakuntima, en ce qui concerne la gloire de l'homme noir, nous allons faire intervenir le professeur Omotunde, encore une fois de plus. Dans ses interventions, lui, il parle de la gloire de l'homme noir. Il dit, selon lui, il dit que la gloire de l'homme noir est de 100 millions d'années. Vous vous rendez compte? 100 millions d'années. Donc pendant 100 millions d'années, il y a eu la gloire de l'homme noir. Donc l'homme noir était au top de toutes les civilisations du monde. Et après, il y a eu des fautes commises, bon, naturellement, par rapport à ce que son éminence Zengi Ndakuntima est en train de dire, est en train de défendre, il y a eu chute. Il y a eu chute parce qu'il y a eu non-respect des lois. Ça a mené l'humanité à l'arrogance. Effectivement, par rapport à ça, quelle est la leçon que nous avons tirée? Lorsqu'une civilisation s'élève, arrive au top, elle doit faire très attention avec le respect des lois de l'humanité. Parce que cet univers est régi par des lois. Cet univers est régi par des normes, des principes naturels. Et généralement, ce sont des principes, des lois invisibles. Un peu comme la loi de la pesanteur. C'est une loi invisible, c'est une loi physique, mais elle n'est pas saisissable. Mais c'est une loi qui existe. Et il y a beaucoup de lois de ce type qui existent dans le monde, dans cet univers. Et lorsque une civilisation commence à remettre en cause ces lois, il est en train de s'auto-détruire. C'est la fin, c'est sa chute. Et cette chute s'exprime par l'état de son arrogance, de son orgueil. On va commencer à voir qu'il est orgueilleux, qu'il devient c'est-à-dire que personne ne peut le convaincre par rapport à ce qu'il est en train de, par rapport à ce qu'il dit. Donc l'orgueil et l'arrogance, c'est ça l'une des caractéristiques qui démontrent que cette personne, cette civilisation est vers sa fin. Et lorsque une civilisation qui est au top présente ces caractéristiques, ça veut dire que c'est une civilisation qui est déjà en train de tomber, de chuter. Et lorsque cette civilisation est en train de chuter, naturellement, il y a une autre civilisation qui est en train de se préparer pour faire la relève. Une civilisation qui est dans l'état de l'élévation, une civilisation qui accomplit les lois de l'élévation des civilisations. Plus tard, nous allons développer ces aspects dans la réalité, ce qui se passe actuellement. Vous allez remarquer que par rapport à ce qui se passe en Europe, il y a ce que nous pouvons constater, il y a le non-respect des lois de la nature en Europe. Le cas par exemple de l'homosexualité. Lorsqu'on parle de l'homosexualité, la loi de la nature exige que le contact, la production, la famille doit se faire entre deux êtres humains. Ça, c'est la loi de la nature. Lorsque une civilisation légalise l'illégalité de la loi de la nature, à ce moment-là, cette civilisation est condamnée à la chute. Ça, ce n'est qu'un exemple que je suis en train de prendre. Et automatiquement, la nature crée des mécanismes pour qu'il y ait une nouvelle civilisation qui va prendre la relève. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je ne voulais pas me comporter ici en un prophète, mais il y a déjà des Européens qui le disent que la civilisation occidentale est à la ruine.
c'est peut-être pas maintenant que nous allons le faire, nous allons le remarquer, mais il montre déjà, cette civilisation démontre déjà certaines caractéristiques de la chute d'une civilisation. Le non-respect des lois, ce que je viens de dire déjà, et puis l'arrogance, l'orgueil. Il y a de l'orgueil. Regardez comme lorsque le président de la France s'adresse au président noir africain ou encore aux jeunes africains, c'est avec arrogance, c'est avec orgueil. C'est eux qui sont au top. C'est eux qui ont... Donc, avec orgueil, avec dédain des autres, c'est comme si nous, on n'existait pas. Lorsque Sarkozy fait des discours raciaux, lorsque le président Trump fait des déclarations pour minimiser les Noirs, tout ça, c'est l'arrogance d'une civilisation qui est en ruine, en fait. Donc, voilà un peu les aspects que je voulais montrer par rapport à la gloire de l'homme noir, à sa chute, les caractéristiques que son éminence Aimé Dacountima nous a démontré, nous a montré. Et enfin, nous allons partir vers la chute de l'homme noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec la chute de l'homme noir? Donc, après la gloire de l'homme noir, des 100 millions d'années, il était très géant, très intelligent, super doué, le noir. Et lorsqu'il a chuté, sa connaissance commençait à dégringoler. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a dégringolé, 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 jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la dernière heure de leur gloire. La gloire de nos ancêtres, c'était l'Égypte. L'Égypte, c'est la dernière heure de la suprématie de l'homme noir. Après l'Égypte, c'est fini. Cheikh Anta Diop dit, après l'Égypte, l'homme noir rentre dans le monde obscurantisme. Dans l'obscurantisme, on vérifie l'obscurantisme de l'homme noir. Et à partir de ce moment-là, il y a la fin et le processus de la crise de l'homme noir. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Voilà, ce qui s'est passé, c'est que en 525, l'Égypte sera conquise par les Perses. En 302 avant Jésus-Christ, l'Égypte sera conquise par Alexandre le Grand. En 31 avant Jésus-Christ, l'Égypte sera conquise par les Romains. Et en 639, l'Égypte, 639 après Jésus-Christ, s'il vous plaît, l'Égypte sera conquise par des Arabes, jusqu'à aujourd'hui. Donc, après ces 4 conquêtes, le noir a fui, il a pris le chemin du Nil. La source du Nil, c'est les pays des Grands Lacs. Donc, cette race pharaonique, avec toutes leurs connaissances, ils ont fui l'Égypte, le nord, ils sont allés vers le sud, vers la source du Nil, la zone des grands lacs. Et c'est à ce moment-là que ce peuple va s'embourber dans ce que nous appelons le phénomène le plus triste de la chute de la grande civilisation égyptienne, qui est la crise. Et c'est la crise qui fera l'objet de notre 3e leçon. Donc pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup.